Neuvième partie. Chapitre 1. Les complices. À peine l'abbé fut-il parti que Jacques Ferrand poussa une imprécation terrible. Son désespoir et sa rage, si longtemps comprimés, éclatèrent avec furie. Haletant, la figure crispée, l'œil égaré, il marchait à pas précipités, allant et venant dans son cabinet comme une bête féroce tenue à la chaîne. Polidori, conservant le plus grand calme, observait attentivement le notaire. « Tonnerre et sang !» s'écria enfin Jacques Ferrand, d'une voix éclatante de courroux. « Ma fortune entière engloutie dans ces stupides bonnes œuvres, moi qui méprise et exècre les hommes, moi qui n'avais vécu que pour les tromper et les dépouiller, moi fonder des établissements philanthropiques, m'y forcer par des moyens infernaux. Mais c'est donc le démon que ton maître ?» s'écria-t-il exaspéré en s'arrêtant brusquement devant Polidori. « Je n'ai pas de maître, » répondit froidement celui-ci. « Ainsi que toi, j'ai un juge. » « Obéir comme un niais au moindre désordre de cet homme, » reprit Jacques Ferrand, dont la rage redoublait. « Et ce prêtre, qu'à part moi j'ai si souvent raillé d'être comme les autres, dupe de mon hypocrisie. Chacune des louanges qu'il me donnait de bonne foi était un coup de poignard, et me contraindre, toujours me contraindre. Sinon, l'échafaud. Oh, ne pouvoir échapper à cette domination fatale. Mais enfin, voilà plus d'1 million que j'abandonne. S'il me reste avec cette maison 100 000 francs, c'est tout au plus. Que peut-on vouloir encore? Tu n'es pas au bout. Le prince sait par Badinot que ton homme de paille, Petit-Jean, n'était que ton prête-nom pour les prêts usuraires faits au vicomte de Saint-Rémy, que tu as, toujours sous le nom de Petit-Jean, si rudement rançonné d'ailleurs pour ses faux. Les sommes que Saint-Rémy a payées lui avaient été prêtées par une grande dame. Probablement encore une restitution qui t'attend, mais on l'ajourne sans doute parce qu'elle est plus délicate. Enchaîné ici, aussi solidement qu'avec un câble de fer. Toi, mon geôlier misérable, que veux-tu? Selon le système du prince, rien de plus logique. Il punit le crime par le crime, le complice par le complice. Oh, rage! Et malheureusement, rage impuissante, car tant qu'il ne m'aura pas fait dire « Jacques Ferrand est libre de quitter sa maison », je resterai à tes côtés comme ton ombre. Écoute donc, ainsi que toi, je mérite l'échafaud. Si je manque aux ordres que j'ai reçus comme ton geôlier, ma tête tombe. Tu ne pouvais donc avoir un gardien plus incorruptible. Quant à fuir tous deux, impossible. Nous ne pourrions faire un pas hors d'ici sans tomber entre les mains des gens qui veillent jour et nuit à la porte de ce logis et à celle de la maison voisine, notre seule issue en cas d'escalade. Mort et furie, je le sais. Résigne-toi donc alors, car cette fuite est impossible. Réussit-elle, elle ne nous offrirait que des chances de salut plus que douteuses. On mettrait la police à nos trousses. Au contraire, toi en obéissant et moi en surveillant l'exactitude de ton obéissance, nous sommes certains de ne pas avoir le coup coupé. Encore une fois, résignons-nous. Ne m'exaspère pas par cet ironique sang-froid, ou bien quoi? Je ne te crains pas, je suis sur mes gardes, je suis armé, et lors même que tu aurais retrouvé pour me tuer le stylet empoisonné de Cécilie, tais-toi, cela ne t'avancerait à rien. Tu sais que toutes les 2 heures, il faut que je donne à qui de droit un bulletin de ta précieuse santé, manière indirecte d'avoir de nos nouvelles à tous deux. En ne me voyant pas paraître, on se douterait du meurtre, tu serais arrêté. Mais tiens, je te fais injure en te supposant capable de ce crime. Tu as sacrifié plus d'1 million pour avoir la vie sauve, et tu risquerais ta tête pour le sot et stérile plaisir de me tuer par vengeance? Allons donc, tu n'es pas assez bête pour cela. C'est parce que tu sais que je ne puis pas te tuer que tu redoubles mes mots en les exaspérant par tes sarcasmes. Ta position est très originale. Tu ne te vois pas, mais d'honneur, c'est très piquant.
Ô malheur, malheur inextricable! De quelque côté que je me tourne, c'est la ruine, c'est le déshonneur, c'est la mort. Et dire que maintenant ce que je redoute le plus au monde, c'est le néant? Malédiction sur moi, sur toi, sur la terre entière. Ta misanthropie est plus large que ta philanthropie. Elle embrasse le monde, l'autre un arrondissement de Paris. Va, raille-moi, monstre. Aimes-tu mieux que je t'écrase de reproches? Moi? À qui la faute si nous sommes réduits à cette position? À toi? Pourquoi conserver à ton cou, pendue comme une relique, cette lettre de moi, relative à ce meurtre qui t'a valu 100 000 écus, ce meurtre que nous avions fait si adroitement passer pour un suicide? Pourquoi? Misérable! Ne t'avais-je pas donné 50 000 francs pour ta coopération à ce crime et pour cette lettre que j'ai exigée, tu le sais bien, afin d'avoir une garantie contre toi et de t'empêcher de me rançonner plus tard en me menaçant de me perdre? Car ainsi tu ne pouvais me dénoncer sans te livrer toi-même. Ma vie et ma fortune étaient donc attachées à cette lettre. Voilà pourquoi je la portais toujours si précieusement sur moi. C'est vrai, c'était habile de ta part, car je ne gagnais rien à te dénoncer, que le plaisir d'aller à l'échafaud côte à côte avec toi. Et pourtant ton habileté nous a perdus, lorsque la mienne nous avait jusqu'ici assuré l'impunité de ce crime. L'impunité, tu le vois. Qui pouvait deviner ce qui se passe? Mais dans la marche ordinaire des choses, notre crime devait être et a été impuni, grâce à moi. Grâce à toi? Oui. Lorsque nous avons eu brûlé la cervelle de cet homme, tu voulais, toi, simplement contrefaire son écriture et écrire à sa sœur que, ruiné complètement, il se tuait par désespoir. Tu croyais faire montre de grande finesse, en ne parlant pas dans cette prétendue lettre du dépôt qu'il t'avait confié. C'était absurde. Ce dépôt étant connu de la sœur de notre homme, elle l'eût nécessairement réclamé. Il fallait donc au contraire, ainsi que nous avons fait, le mentionner, ce dépôt, afin que si par hasard l'on avait des doutes sur la réalité du suicide, tu fusses la dernière personne soupçonnée. Comment supposer que, tuant un homme pour t'emparer d'une somme qu'il t'avait confiée, tu serais assez sot pour parler de ce dépôt dans la fausse lettre que tu lui attribuerais? Aussi, qu'est-il arrivé? On a cru au suicide. Grâce à ta réputation de probité, tu as pu nier le dépôt, et on a cru que le frère s'était tué après avoir dissipé la fortune de sa sœur. Mais qu'importe tout cela aujourd'hui, le crime est découvert. Et grâce à qui? Était-ce ma faute si ma lettre était une arme à deux tranchants? Pourquoi as-tu été assez faible, assez niais, pour livrer cette arme terrible à cette infernale Cécilie? Tais-toi, ne prononce pas ce nom, s'écria Jacques Ferrand avec une expression effrayante. Soit, je ne veux pas te rendre épileptique. Tu vois bien qu'en ne comptant que sur la justice ordinaire, nos précautions mutuelles étaient suffisantes, mais la justice extraordinaire de celui qui nous tient en son pouvoir redoutable procède autrement. Oh, je ne le sais que trop. Il croit, lui, que couper la tête aux criminels ne répare pas suffisamment le mal qu'ils ont fait. Avec les preuves qu'il a en main, il nous livrait tous deux aux tribunaux. Qu'en résultait-il? Deux cadavres tout au plus bons à engraisser l'herbe du cimetière. Oh oui, ce sont des larmes, des angoisses, des tortures qu'il lui faut à ce prince, à ce démon. Mais je ne le connais pas, moi. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Pourquoi s'acharne-t-il ainsi sur moi? D'abord, il prétend se ressentir du bien et du mal qu'on fait aux autres hommes, qu'il appelle naïvement ses frères. Et puis il connaît, lui, ceux à qui tu as fait du mal, et il te punit à sa manière. Mais de quel droit? Voyons, Jacques, entre nous, ne parlons pas de droit. Il avait le pouvoir de te faire judiciairement couper la tête. Qu'en serait-il résulté? Tes deux seuls parents sont morts. L'État profitait de ta fortune au détriment de ceux que tu avais dépouillés. Au contraire, en mettant ta vie au prix de ta fortune, Morel le lapidaire, le père de Louise, que tu as déshonoré, se trouve, lui et sa famille, désormais à l'abri du besoin. Madame de Fermont, la sœur de M. de Renneville, prétendue suicidée, retrouve ses 100 000 écus.
Germain, que tu avais faussement accusé de vol et réhabilité, est mis en possession d'une place honorable et assurée, à la tête de la Banque des travailleurs sans ouvrage, qu'on te force de fonder pour réparer et expier les outrages que tu as commis contre la société. Entre scélérats, on peut s'avouer cela, mais franchement, au point de vue de celui qui nous tient entre ses serres, la société n'aurait rien gagné à ta mort, elle gagne beaucoup à ta vie. Et c'est cela qui cause ma rage, et ce n'est pas là ma seule torture. Le prince le sait bien. Maintenant, que va-t-il décider de nous? Je l'ignore. Il nous a promis la vie sauve si nous exécutions aveuglément ses ordres. Il tiendra sa promesse. Mais s'il ne croit pas à nos crimes suffisamment expiés, il saura bien faire que la mort soit 1000 fois préférable à la vie qu'il nous laisse. Tu ne le connais pas. Quand il se croit autorisé à être inexorable, il n'est pas de bourreau plus féroce. Il faut qu'il ait le diable à ses ordres pour avoir découvert ce que j'étais allé faire en Normandie. Du reste, il a plus d'un démon à son service, car cette Cécilie que la foudre écrase. Encore une fois, tais-toi, pas ce nom, pas ce nom. Si, que la foudre écrase celle qui porte ce nom. C'est elle qui a tout perdu. Notre tête serait en sûreté sur nos épaules sans ton imbécile amour pour cette créature. Au lieu de s'emporter, Jacques Ferrand répondit avec un profond abattement. La connais-tu, cette femme? Dit. L'as-tu jamais vue? Jamais. On l'a dit belle, je le sais. Belle, répondit le notaire en haussant les épaules. Tiens, ajouta-t-il avec une sorte d'amertume désespérée, tais-toi. Ne parle pas de ce que tu ignores. Ne m'accuse pas. Ce que j'ai fait, tu l'aurais fait à ma place. Moi, mettre ma vie à la merci d'une femme? De celle-là, oui, et je le ferai de nouveau, si j'avais à espérer ce qu'un moment j'ai espéré. Par l'enfer, il est encore sous le charme, s'écria Polydori stupéfait. Écoute, reprit le notaire d'une voix calme, basse, et pour ainsi dire accentuée çà et là par les élans de désespoir incurable. Écoute, tu sais si j'aime l'or, tu sais ce que j'ai bravé pour en acquérir. Compter dans ma pensée les sommes que je possédais, les voir se doubler par mon avarice. Endurer toutes les privations et me savoir maître d'un trésor, c'était ma joie, mon bonheur. Oui, posséder, non pour dépenser, non pour jouir, mais pour thésauriser. C'était ma vie. Il y a un mois, si l'on m'eût dit « Entre ta fortune et ta tête, choisis », j'aurais livré ma tête. Mais à quoi bon posséder quand on va mourir? Demande-moi donc alors, à quoi bon posséder quand on n'use pas de ce qu'on possède? Moi, millionnaire, menais-je la vie d'un millionnaire? Non, je vivais comme un pauvre. J'aimais donc à posséder pour posséder. Mais encore une fois, à quoi bon posséder si l'on meurt? À mourir en possédant. Oui, à jouir jusqu'au dernier moment de la jouissance qui vous a fait tout braver, privation, infamie, échafaud. Oui, à dire encore la tête sur le billot, je possède. Oh, vois-tu, la mort est douce, comparée aux tourments que l'on endure en se voyant, de son vivant, dépossédé comme je le suis, dépossédé de ce qu'on a amassé au prix de tant de peine, de tant de dangers. Oh, se dire à chaque heure, à chaque minute du jour, moi qui avais plus d'un million, moi qui ai souffert les plus rudes privations pour conserver, pour augmenter ce trésor, moi qui dans 10 ans l'aurais eu doublé, triplé, je n'ai plus rien, rien. C'est atroce. C'est mourir, non pas chaque jour, mais c'est mourir à chaque minute du jour. Oui, à cette horrible agonie qui doit durer des années peut-être, j'aurais préféré 1000 fois la mort rapide et sûre qui vous atteint avant qu'une parcelle de votre trésor vous ait été enlevée. Encore une fois, au moins je serais mort en disant « je possède ». Polydori regarda son complice avec un profond étonnement. « Je ne te comprends plus. Alors pourquoi as-tu obéi aux ordres de celui qui n'a qu'à dire un mot pour que ta tête tombe? Pourquoi as-tu préféré la vie sans ton trésor, si cette vie te semble si horrible? » C'est que, vois-tu, ajouta le notaire d'une voix de plus en plus basse, mourir,
c'est ne plus penser. Mourir, c'est le néant. Et Cécilie? Et tu espères? S'écria Polidori stupéfait. Je n'espère pas, je possède. Quoi? Le souvenir. Mais tu ne dois jamais la revoir, mais elle a livré ta tête. Mais je l'aime toujours, et plus frénétiquement que jamais, moi, s'écria Jacques Ferrand avec une explosion de larmes, de sanglots, qui contrastèrent avec le calme morne de ses dernières paroles. Oui, reprit-il dans une effrayante exaltation, je l'aime toujours, et je ne veux pas mourir afin de pouvoir me plonger et me replonger encore avec un atroce plaisir dans cette fournaise où je me consume à petit feu. Car tu ne sais pas, cette nuit où je l'ai vue si belle, si passionnée, si enivrante, cette nuit est toujours présente à mon souvenir. Ce tableau d'une volupté terrible est là, toujours là devant mes yeux. Qu'il soit ouvert ou fermé par un assoupissement fébrile ou par une insomnie ardente, je vois toujours son regard noir et enflammé qui fait bouillir la moelle de mes os. Je sens toujours son souffle sur mon front, j'entends toujours sa voix. Mais ce sont là d'épouvantables tourments. Épouvantables, oui, épouvantables. Mais la mort, mais le néant, mais perdre pour toujours ce souvenir aussi vivant que la réalité. Mais renoncer à ces souvenirs qui me déchirent, me dévorent et m'embrasent. Non, 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 vivre, vivre, pauvre, méprisé, flétri, vivre au bagne, mais vivre, pour que la pensée me reste, puisque cette créature infernale a toute ma pensée, est toute ma pensée. Jacques, dit Polidori d'un ton grave, qui contrasta avec son amère ironie habituelle, j'ai vu bien des souffrances, mais jamais torture n'approchèrent les tiennes. Celui qui nous tient en sa puissance ne pouvait être plus impitoyable. Il t'a condamné à vivre, ou plutôt à attendre la mort dans des angoisses terribles, car cet aveu m'explique les symptômes alarmants qui chaque jour se développent en toi et dont je cherchais en vain la cause. Mais ces symptômes n'ont rien de grave. C'est de l'épuisement, c'est la réaction de mes chagrins. Je ne suis pas en danger, n'est-ce pas? Non, non, mais ta position est grave. Il ne faut pas l'empirer. Il est certaines pensées qu'il faudra chasser. Sans cela, tu courrais de grands dangers. Je ferai ce que tu voudras, pourvu que je vive, car je ne veux pas mourir. Oh, les prêtres parlent de damnés. Jamais ils n'ont imaginé pour eux un supplice égal au mien. Torturé par la passion et la cupidité, j'ai deux plaies vives au lieu d'une, et je les sens également toutes deux. La perte de ma fortune m'est affreuse, mais la mort me serait plus affreuse encore. J'ai voulu vivre, ma vie peut n'être qu'une torture sans fin, sans issue, et je n'ose appeler la mort, car la mort anéantit mon funeste bonheur, ce mirage de ma pensée, où m'apparaît incessamment Cécilie. Tu as de moi la consolation, dit Polidori, en reprenant son sang-froid ordinaire, de songer au bien que tu as fait pour expier tes crimes. Oui, Raille, tu as raison. Retourne-moi sur des charbons ardents. Tu sais bien, misérable, que je hais l'humanité. Tu sais bien que ces expiations que l'on m'impose et dans lesquelles des esprits faibles trouveraient quelque consolation ne m'inspirent à moi que haine et fureur contre ceux qui m'y obligent et contre ceux qui en profitent. Tonnerre et meurtre, songez que pendant que je traînerai une vie épouvantable, n'existant que pour jouir de souffrances qui effrayeraient les plus intrépides, ces hommes que j'exècre verront, grâce au bien dont on m'a dépouillé, leur misère s'alléger, que cette veuve et sa fille remercieront Dieu de la fortune que je leur rends, que ce Morel et sa fille vivront dans l'aisance, que ce Germain aura un avenir honorable et assuré, et ce prêtre qui me bénissait, quand mon cœur nageait dans le fiel et dans le sang, je l'aurais poignardé. Oh, c'en est trop. Non, non, s'écria-t-il en appuyant sur son front ses deux mains crispées. Ma tête éclate. À la fin, mes idées se troublent. Je ne résisterai pas à de tels accès de rage impuissante, à ces tortures toujours renaissantes.
Et tout cela pour toi, Cécilie. Cécilie, le sais-tu au moins que je souffre autant? Le sais-tu, Cécilie, démon sorti de l'enfer? Et Jacques Ferrand, épuisé par cette effroyable exaltation, retomba haletant sur son siège et se tordit les bras en poussant des rugissements sourds et inarticulés. Cet accès de rage convulsive et désespérée n'étonna pas Polidori. Possédant une expérience médicale consommée, il reconnut facilement que chez Jacques Ferrand, la rage de se voir dépossédé de sa fortune, jointe à sa passion, ou plutôt à sa frénésie pour Cécilie, avait allumé chez ce misérable une fièvre dévorante. Ce n'était pas tout. Dans l'accès auquel Jacques Ferrand était alors en proie, Polidori remarquait avec inquiétude certains pronostics d'une des plus effrayantes maladies qui ait jamais épouvanté l'humanité et dont Paulus et Arrêté, aussi grands observateurs que grands moralistes, ont admirablement tracé le foudroyant tableau. Tout à coup, on frappa précipitamment à la porte du cabinet. « Jacques, dit Polidori au notaire, Jacques, remets-toi, voici quelqu'un. » Le notaire ne l'entendit pas. À demi couché sur son bureau, il se tordait dans des spasmes convulsifs. Polidori alla ouvrir la porte. Il vit le maître clerc de l'étude qui, pâle et la figure bouleversée, s'écria « Il faut que je parle à l'instant à monsieur Ferrand. Silence. Il est dans ce moment très souffrant. Il ne peut vous entendre, dit Polidori à voix basse, et sortant du cabinet du notaire, il enferma la porte. Ah, monsieur, s'écria le maître clerc, vous, le meilleur ami de monsieur Ferrand, venez à son secours, il n'y a pas un moment à perdre. Que voulez-vous dire? D'après les ordres de monsieur Ferrand, j'étais allé dire à madame la comtesse MacGregor qu'il ne pouvait se rendre chez elle aujourd'hui, ainsi qu'elle le désirait. Eh bien, cette dame qui paraît maintenant hors de danger m'a fait entrer dans sa chambre. Elle s'est écriée d'un ton menaçant. « Retournez dire à monsieur Ferrand que s'il n'est pas ici, chez moi, dans une demi-heure, avant la fin du jour, il sera arrêté comme faussaire. Car l'enfant qu'il a fait passer pour morte ne l'est pas. Je sais à qui il l'a livrée, je sais où elle est. » Cette femme délirait, répondit froidement Polidori en haussant les épaules. « Vous le croyez, monsieur? J'en suis sûr. Je l'avais pensé d'abord, monsieur, mais l'assurance de madame la comtesse... Sa tête aura sans doute été affaiblie par la maladie, et les visionnaires croient toujours en leurs visions. Vous avez sans doute raison, monsieur, car je ne pouvais m'expliquer les menaces de la comtesse à un homme aussi respectable que monsieur Ferrand. Cela n'a pas de sens commun. Je dois vous dire aussi, monsieur, qu'au moment où je quittais la chambre de madame la comtesse, une de ces femmes est entrée précipitamment en disant « Son Altesse sera ici dans une heure. » Cette femme a dit cela, s'écria Polidori. « Oui, monsieur, et j'ai été très étonné, ne sachant de quelle Altesse il pouvait être question. » Plus de doute, c'est le prince, se dit Polidori, lui chez la comtesse Sarah, qui ne devait jamais revoir. Je ne sais, mais je n'aime pas ce rapprochement. Il peut empirer notre position. Puis, s'adressant au maître clerc, il ajouta « Encore une fois, monsieur, ceci n'a rien de grave. C'est une folle imagination de malade. D'ailleurs, je ferai part tout à l'heure à monsieur Ferrand de ce que vous venez de m'apprendre. » Maintenant, nous conduirons le lecteur chez la comtesse Sarah MacGregor. Chapitre 2. Rodolphe et Sarah. Nous conduirons le lecteur chez la comtesse MacGregor, qu'une crise salutaire venait d'arracher au délire et aux souffrances, qui pendant plusieurs jours avait donné pour sa vie les craintes les plus sérieuses. Le jour commençait à baisser. Sarah, assise dans un grand fauteuil et soutenue par son frère Thomas Seyton, se regardait avec une profonde attention dans un miroir que lui présentait une de ces femmes agenouillées devant elle. Cette scène se passait dans le salon où la chouette avait commis sa tentative d'assassinat. La comtesse était d'une pâleur de marbre que faisait ressortir encore le noir foncé de ses yeux, de ses sourcils et de ses cheveux. Un grand peignoir de mousseline blanche l'enveloppait entièrement. « Donnez-moi le bandeau de corail, dit-elle à une de ces femmes d'une voix faible, mais impérieuse et brève.
Betty vous l'attachera, reprit Thomas Seton. Vous allez vous fatiguer. Il est déjà d'une si grande imprudence de... le bandeau, répéta impatiemment Sarah, qui prit ce bijou et le posa à son gré sur son front. Maintenant, attachez-le et laissez-moi, dit-elle à ses femmes. Au moment où celle-ci se retirait, elle ajouta: On fera entrer M. Ferrand, le notaire, dans le petit salon bleu. Puis, reprit-elle avec une expression d'orgueil mal dissimulée, dès que son Altesse royale le grand-duc de Gerolstein arrivera, on l'introduira ici. Enfin, dit Sarah, en se rejetant au fond de son fauteuil, dès qu'elle fut seule avec son frère, enfin je touche à cette couronne, le rêve de ma vie. La prédiction va donc s'accomplir. Sarah, calmez votre exaltation, lui dit sévèrement son frère. Hier encore, on désespérait de votre vie. Une dernière déception vous porterait un coup mortel. Vous avez raison, Tom. La chute serait affreuse, car mes espérances n'ont jamais été plus près de se réaliser, j'en suis certaine. Ce qui m'a empêché de succomber à mes souffrances a été ma pensée constante de profiter de la toute-puissante révélation que m'a faite cette femme au moment de m'assassiner. De même, pendant votre délire, vous reveniez sans cesse à cette idée, parce que cette idée seule soutenait ma vie chancelante. Quel espoir, princesse souveraine, presque reine, ajouta-t-elle avec énivrement. Encore une fois, Sarah, pas de rêves insensés. Le réveil serait terrible. Des rêves insensés? Comment? Lorsque Rodolphe saura que cette jeune fille, aujourd'hui prisonnière à Saint-Lazare, et autrefois confiée au notaire qui l'a fait passer pour morte, est notre enfant, vous croyez que... Seyton interrompit sa sœur. Je crois, reprit-il avec amertume, que les princes mettent les raisons d'État, les convenances politiques, avant les devoirs naturels. Comptez-vous si peu sur mon adresse? Le prince n'est plus l'adolescent candide et passionné que vous avez autrefois séduit. Ce temps est bien loin de lui. Et de vous, ma sœur. Sarah haussa légèrement les épaules et dit: Savez-vous pourquoi j'ai voulu orner mes cheveux de ce bandeau de corail? Pourquoi j'ai mis cette robe blanche? C'est que la première fois que Rodolphe m'a vu à la cour de Gerolstein, j'étais vêtu de blanc et je portais ce même bandeau de corail dans mes cheveux. Comment? Dit Thomas Seyton en regardant sa sœur avec surprise. Vous voulez évoquer ces souvenirs? Vous n'en redoutez pas au contraire l'influence? Je connais Rodolphe mieux que vous. Sans doute mes traits aujourd'hui changés par l'âge et par la souffrance ne sont plus ceux de la jeune fille de 16 ans qu'il a éperdument aimée, qu'il a seule aimée, car j'étais son premier amour. Et cet amour unique dans la vie de l'homme laisse toujours dans son cœur des traces ineffaçables. Aussi, croyez-moi, mon frère, la vue de cette parure réveillera chez Rodolphe non seulement les souvenirs de son amour, mais encore ceux de sa jeunesse. Et pour les hommes, ces derniers souvenirs sont toujours doux et précieux. Mais à ces doux souvenirs s'en joignent de terribles, et le sinistre dénouement de votre amour, et l'odieuse conduite du père du prince envers vous, et votre silence obstiné lorsque Rodolphe, après votre mariage avec le comte MacGregor, vous redemandez votre fille, alors tout enfant, votre fille dont une froide lettre de vous lui a appris la mort il y a 10 ans. Oubliez-vous donc que depuis ce temps le prince n'a eu pour vous que mépris et haine? La pitié a remplacé la haine. Depuis qu'il m'a su mourante, chaque jour il a envoyé le baron de Graune s'informer de mes nouvelles. Par humanité. Tout à l'heure, il m'a fait répondre qu'il allait venir ici. Cette concession est immense, mon frère. Il vous croit expirante. Il suppose qu'il s'agit d'un dernier adieu et il vient. Vous avez eu tort de ne pas lui écrire la révélation que vous allez lui faire. Je sais pourquoi j'agis ainsi. Cette révélation le comblera de surprise, de joie, et je serai là pour profiter de son premier élan d'attendrissement. Aujourd'hui, ou jamais, il me dira: un mariage doit légitimer la naissance de notre enfant. S'il le dit,
Sa parole est sacrée, et l'espoir de toute ma vie est enfin réalisé. S'il vous fait cette promesse, oui. Et pour qu'il la fasse, rien n'est à négliger dans cette circonstance décisive. Je connais Rodolphe. Il me hait, quoique je ne devine pas le motif de sa haine, car jamais je n'ai manqué devant lui au rôle que je m'étais imposé. Peut-être, car il n'est pas homme à haïr sans raison. Il n'importe. Une fois certain d'avoir retrouvé sa fille, il surmontera son aversion pour moi et ne reculera devant aucun sacrifice pour assurer à son enfant le sort le plus enviable, pour la rendre aussi magnifiquement heureuse qu'elle aura été jusqu'alors infortunée. Qu'il assure le sort le plus brillant à votre fille, soit, mais entre cette réparation et la résolution de vous épouser afin de légitimer la naissance de cet enfant, il y a un abîme. Son amour de père comblera cet abîme. Mais cet infortuné a sans doute vécu jusqu'ici dans un état précaire ou misérable. Rodolphe voudra d'autant plus l'élever qu'elle aura été plus abaissée. Songez-y donc, la faire asseoir au rang des familles souveraines de l'Europe, la reconnaître pour sa fille aux yeux de ces princes, de ces rois dont il est le parent ou l'allié. Ne connaissez-vous pas son caractère étrange, impétueux et résolu, son exagération chevaleresque à propos de tout ce qu'il regarde comme juste et commandé par le devoir? Mais cette malheureuse enfant a peut-être été si viciée par la misère où elle doit avoir vécu, que le prince, au lieu d'éprouver de l'attrait pour elle... Que dites-vous? S'écria Sarah en interrompant son frère. N'est-elle pas aussi belle jeune fille qu'elle était ravissante enfant? Rodolphe, sans la connaître, ne s'était-il pas assez intéressé à elle pour vouloir se charger de son avenir? Ne l'avait-il pas envoyée à sa ferme de Bouqueval, dont nous l'avons fait enlever? Oui, grâce à votre persistance à vouloir rompre tous les liens d'affection du prince, dans l'espoir insensé de le ramener un jour à vous. Et cependant, dans cet espoir insensé, je n'aurais pas découvert au prix de ma vie le secret de l'existence de ma fille? N'est-ce pas enfin par cette femme qui l'avait arrachée de la ferme que j'ai connu l'indigne fourberie du notaire Jacques Ferrand? Il est fâcheux qu'on m'ait refusé ce matin l'entrée de Saint-Lazare, où se trouve, vous a-t-on dit, cette malheureuse enfant. Malgré ma vive insistance, on n'a voulu répondre à aucun des renseignements que je demandais, parce que je n'avais pas de lettre d'introduction auprès du directeur de la prison. J'ai écrit au préfet en votre nom, mais je n'aurai sans doute sa réponse que demain, et le prince va être ici tout à l'heure. Encore une fois, je regrette que vous ne puissiez lui présenter vous-même votre fille. Il eût mieux valu attendre sa sortie de prison avant de demander le grand-duc ici. Attendre? Et sais-je seulement si la crise salutaire où je me trouve durera jusqu'à demain? Peut-être suis-je passagèrement soutenu par la seule énergie de mon ambition. Mais quelle preuve donnerez-vous au prince? Vous croira-t-il? Il me croira lorsqu'il aura lu le commencement de la révélation que j'écrivais sous la dictée de cette femme quand elle m'a frappé, révélation dont, heureusement, je n'ai oublié aucune circonstance. Il me croira lorsqu'il aura lu votre correspondance avec Madame Séraphin et Jacques Ferrand jusqu'à la mort supposée de l'enfant. Il me croira lorsqu'il aura entendu les aveux du notaire qui, épouvanté de mes menaces, sera ici tout à l'heure. Il me croira lorsqu'il verra le portrait de ma fille à l'âge de 6 ans, portrait qui, m'a dit cette femme, est encore à cette heure d'une ressemblance frappante. Tant de preuves suffiront pour montrer au prince que je dis vrai, et pour décider chez lui ce premier mouvement qui peut faire de moi presque une reine. Ah, ne fût-ce qu'un jour, une heure, au moins je mourrais contente. À ce moment, on entendit le bruit d'une voiture qui entrait dans la cour. C'est lui, c'est Rodolphe, s'écria Sarah à Thomas Seyton. Celui-ci s'approcha précipitamment d'un rideau, le souleva et répondit: Oui, c'est le prince, il descend de voiture. Laissez-moi seul. Voici le moment décisif, dit Sarah avec un sang-froid inaltérable.
car une ambition monstrueuse, un égoïsme impitoyable avait toujours été, et était encore, l'unique mobile de cette femme. Dans l'espèce de résurrection miraculeuse de sa fille, elle ne voyait que le moyen de parvenir enfin au but constant de sa vie. Après avoir un moment hésité à quitter l'appartement, Thomas Seyton, se rapprochant tout à coup de sa sœur, lui dit « C'est moi qui apprendrai au prince comment votre fille, qu'on avait crue morte, a été sauvée. Cet entretien serait trop dangereux pour vous. Une émotion violente vous tuerait, et après une séparation si longue, la vue du prince, les souvenirs de ce temps. Votre main, mon frère, dit Sarah. Puis, appuyant sur son cœur impassible la main de Thomas Seyton, elle ajouta avec un sourire sinistre et glacial. Suis-je ému? Non, rien, rien, pas un battement précipité, dit Seyton avec stupeur. Je sais quel empire vous avez sur vous-même, mais dans un tel moment, mais quand il s'agit pour vous ou d'une couronne ou de la mort, car encore une fois songez-y, la perte de cette dernière espérance vous serait mortelle. En vérité, votre calme me confond. Pourquoi cet étonnement, mon frère? Jusqu'ici, ne le savez-vous pas? Rien, non, rien n'a jamais fait battre ce cœur de marbre. Il ne palpitera que le jour où je sentirai poser sur mon front la couronne souveraine. J'entends Rodolphe, laissez-moi. Mais laissez-moi, s'écria Sarah d'un ton si impérieux, si résolu, que son frère quitta l'appartement quelques moments avant qu'on y eût introduit le prince. Lorsque Rodolphe entra dans le salon, son regard exprimait la pitié. Mais voyant Sarah assise dans son fauteuil et presque parée, il recula de surprise. Sa physionomie devint aussitôt sombre et méfiante. La comtesse, devinant sa pensée, lui dit d'une voix douce et faible « Vous croyez me trouver expirante? Vous veniez pour recevoir mes derniers adieux? J'ai toujours regardé comme sacrés les derniers vœux des mourants, mais il s'agit d'une tromperie sacrilège. » Rassurez-vous, dit Sarah en interrompant Rodolphe. Rassurez-vous, je ne vous ai pas trompé. Il me reste, je crois, peu d'heures à vivre. Pardonnez-moi une dernière coquetterie. J'ai voulu vous épargner le sinistre entourage qui accompagne ordinairement l'agonie. J'ai voulu mourir vêtu comme je l'étais la première fois où je vous vis. Hélas, après 10 années de séparation, vous voilà donc enfin. Merci, oh merci. Mais à votre tour, rendez grâce à Dieu de vous avoir inspiré la pensée d'écouter ma dernière prière. Si vous m'aviez refusé, j'emportais avec moi un secret qui va faire la joie, le bonheur de votre vie. Joie mêlée de quelques tristesses, bonheur mêlé de quelques larmes, comme toute félicité humaine. Mais cette félicité, vous l'achèteriez encore au prix de la moitié des jours qui vous restent à vivre. Que voulez-vous dire? Lui demanda le prince avec surprise. Oui, Rodolphe, si vous n'étiez pas venu, ce secret m'aurait suivi dans la tombe. C'eût été ma seule vengeance. Et encore, non, non, je n'aurais pas eu ce terrible courage. Quoique vous m'ayez bien fait souffrir, j'aurais partagé avec vous ce suprême bonheur dont, plus heureux que moi, vous jouirez longtemps, bien longtemps, je l'espère. Mais encore, madame, de quoi s'agit-il? Lorsque vous le saurez, vous ne pourrez comprendre la lenteur que je mets à vous en instruire, car vous regarderez cette révélation comme un miracle du ciel. Mais chose étrange, moi qui d'un mot peux vous causer le plus grand bonheur que vous ayez peut-être jamais ressenti, j'éprouve, quoique maintenant les minutes de ma vie soient comptées, j'éprouve une satisfaction indéfinissable à prolonger votre attente. Et puis je connais votre cœur, et malgré la fermeté de votre caractère, je craindrais de vous annoncer sans préparation une découverte aussi incroyable. Les émotions d'une joie foudroyante ont aussi leurs dangers. Votre pâleur augmente, vous contenez à peine une violente agitation, dit Rodolphe.
Tout ceci est, je le crois, grave et solennel. Grave et solennel, reprit Sarah d'une voix émue, car malgré son impassibilité habituelle, en songeant à l'immense portée de la révélation qu'elle allait faire à Rodolphe, elle se sentait plus troublée qu'elle n'avait cru l'être. Aussi, ne pouvant se contraindre plus longtemps, elle s'écria « Rodolphe, notre fille existe. » « Notre fille? Elle vit, vous dis-je. » Ces mots, l'accent de vérité avec lequel ils furent prononcés, remuèrent le prince jusqu'au fond des entrailles. « Notre enfant, répéta-t-il, en se rapprochant précipitamment du fauteuil de Sarah. « Notre enfant? Ma fille? Elle n'est pas morte, j'en ai des preuves irrécusables. Je sais où elle est, demain vous la reverrez. »« Ma fille, répéta Rodolphe avec stupeur. Il se pourrait, elle vivrait. Puis tout à coup, réfléchissant à l'invraisemblance de cet événement, et craignant d'être dupe d'une nouvelle fourberie de Sarah, il s'écria « Non, non, c'est un rêve, c'est impossible, vous me trompez, c'est une ruse, un mensonge indigne. » « Rodolphe, écoutez-moi. Non, je connais votre ambition, je sais de quoi vous êtes capable, je devine le but de cette tromperie. Eh bien, vous dites vrai, je suis capable de tout. Oui, j'avais voulu vous abuser. Oui, quelques jours avant d'être frappé d'un coup mortel, j'avais voulu trouver une jeune fille que je vous aurais présentée à la place de notre enfant, que vous regrettiez amèrement. Assez, oh, assez, madame. Après cet aveu, vous me croirez peut-être, ou plutôt vous serez bien forcé de vous rendre à l'évidence. À l'évidence? Oui, Rodolphe, je le répète, j'avais voulu vous tromper, substituer une jeune fille obscure à celle que nous pleurions. Mais Dieu a voulu, lui, qu'au moment où je faisais ce marché sacrilège, je fusse frappé à mort. Vous, à ce moment? Dieu a voulu encore qu'on me proposât, pour jouer ce rôle de mensonge, savez-vous qui? Notre fille. Êtes-vous donc en délire au nom du ciel? Je ne suis pas en délire, Rodolphe. Dans cette cassette, avec des papiers et un portrait qui vous prouveront la vérité de ce que je vous dis, vous trouverez un papier taché de mon sang. De votre sang? La femme qui m'a appris que notre fille vivait encore me dictait cette révélation lorsque j'ai été frappé d'un coup de poignard. Et qui était-elle? Comment savait-elle? C'est à elle qu'on avait livré notre fille, tout enfant, après l'avoir fait passer pour morte. Mais cette femme, son nom, peut-on la croire? Où l'avez-vous connue? Je vous dis, Rodolphe, que tout ceci est fatal, providentiel. Il y a quelques mois, vous aviez tiré une jeune fille de la misère pour l'envoyer à la campagne, n'est-ce pas? Oui, à Bouqueval. La jalousie, la haine m'égaraient. J'ai fait enlever cette jeune fille par la femme dont je vous parle, et on a conduit la malheureuse enfant à Saint-Lazare. Où elle est encore? Elle n'y est plus. Ah, vous ne savez pas, madame, le mal affreux que vous avez fait, en arrachant cet infortuné de la retraite où je l'avais placé. Mais cette jeune fille n'est plus à Saint-Lazare, s'écria Sarah avec épouvante. Et vous parlez d'un malheur affreux? Un monstre de cupidité avait intérêt à sa perte. Ils l'ont noyée, madame. Mais répondez, vous dites que... Ma fille, s'écria Sarah en interrompant Rodolphe en se levant de droite, immobile comme une statue de marbre. Que dit-elle? Mon Dieu, s'écria Rodolphe. Ma fille, répéta Sarah, dont le visage devint livide et effrayant de désespoir. Ils ont tué ma fille. La goualeuse, votre fille, répéta Rodolphe en se reculant avec horreur. La goualeuse, oui, c'est le nom que m'a dit cette femme, surnommée la Chouette. Morte, morte, reprit Sarah, toujours immobile, toujours le regard fixe, ils l'ont tuée. Sarah, reprit Rodolphe, aussi pâle, aussi effrayant que la comtesse, revenez à vous. Répondez-moi, la goualeuse, cette jeune fille que vous avez fait enlever par la Chouette à Bouqueval, était notre fille. Elle. Et ils l'ont tuée. Oh non, non, vous délirez, cela ne peut pas être. Vous ne savez pas, non, vous ne savez pas combien cela serait affreux. Sarah, revenez à vous, parlez-moi tranquillement.
Asseyez-vous, calmez-vous. Souvent, il y a des ressemblances, des apparences qui trompent. On est si enclin à croire ce qu'on désire. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais expliquez-moi bien. Dites-moi bien toutes les raisons qui vous portent à penser cela, car cela ne peut pas être. Non, non, il ne faut pas que cela soit, cela n'est pas. Après un moment de silence, la comtesse rassembla ses pensées et dit à Rodolphe d'une voix défaillante: « Apprenant votre mariage, pensant à me marier moi-même, je n'ai pas pu garder notre fille auprès de moi. Elle avait 4 ans alors. Mais à cette époque, je voulais demander, moi, avec prière, s'écria Rodolphe d'un ton déchirant, et mes lettres sont restées sans réponse. La seule que vous m'ayez écrite m'annonçait sa mort. Je voulais me venger de vos mépris en vous refusant votre enfant. Cela était indigne. Mais écoutez-moi, je le sens. La vie m'échappe, ce dernier coup m'accable. Non, non, je ne vous crois pas. Je ne veux pas vous croire. La Goualeuse, ma fille. Oh mon Dieu, vous ne voudriez pas cela. Écoutez-moi, vous dis-je. Lorsqu'elle eut 4 ans, mon frère chargea madame Séraphin, veuve d'un ancien serviteur à lui, d'élever l'enfant jusqu'à ce qu'elle fût en âge d'entrer en pension. La somme, destinée à assurer l'avenir de notre fille, fut déposée par mon frère chez un notaire cité pour sa probité. Les lettres de cet homme et de madame Séraphin, adressées à cette époque à moi et à mon frère, sont là, dans cette cassette. Au bout d'1 an, on m'écrivit que la santé de ma fille s'altérait. 8 mois après qu'elle était morte, et l'on m'envoya son acte de décès. À cette époque, madame Séraphin est entrée au service de Jacques Ferrand, après avoir livré notre fille à la Chouette, par l'intermédiaire d'un misérable actuellement au bagne de Rochefort. Je commençais à écrire cette déclaration de la Chouette lorsqu'elle m'a frappé. Ce papier est là, avec un portrait de notre fille à l'âge de 4 ans. Examinez tout, lettres, déclarations, portraits, et vous qui l'avez vue, cette malheureuse enfant, jugez. » Après ces mots qui épuisèrent ses forces, Sarah tomba défaillante dans son fauteuil. Rodolphe resta foudroyé par cette révélation. Il est de ces malheurs si imprévus, si abominables, qu'on tâche de ne pas y croire jusqu'à ce qu'une évidence écrasante vous y contraigne. Rodolphe, persuadé de la mort de Fleur de Marie, n'avait plus qu'un espoir, celui de se convaincre qu'elle n'était pas sa fille. Avec un calme effrayant qui épouvanta Sarah, il s'approcha de la table, ouvrit une cassette et se mit à lire les lettres une à une, à examiner avec une attention scrupuleuse les papiers qui les accompagnaient. Ces lettres timbrées et datées par la poste, écrites à Sarah et à son frère par le notaire et par madame Séraphin, étaient relatives à l'enfance de Fleur de Marie et au placement des fonds qu'on lui destinait. Rodolphe ne pouvait douter de l'authenticité de cette correspondance. La déclaration de la Chouette se trouvait confirmée par les renseignements dont nous avons parlé au commencement de cette histoire, renseignements pris par ordre de Rodolphe, et qui signalaient un nommé Pierre Tournemine, forçat alors à Rochefort, comme l'homme qui avait reçu Fleur de Marie des mains de madame Séraphin pour la livrer à la Chouette. À la Chouette que la malheureuse enfant avait reconnue plus tard devant Rodolphe, au tapis franc de l'ogresse. Rodolphe ne pouvait plus douter de l'identité de ces personnages et de celle de la Goualeuse. L'acte de décès paraissait en règle, mais Ferrand avait lui-même avoué à Cécilie que ce faux acte avait servi à la spoliation d'une somme considérable, autrefois placée en viager sur la tête de la jeune fille, qu'il avait fait noyer par Martial à l'île du Ravageur. Ce fut donc avec une croissante et épouvantable angoisse que Rodolphe acquit, malgré lui, cette terrible conviction que la Goualeuse était sa fille et qu'elle était morte. Malheureusement pour lui, tout semblait confirmer cette créance. Avant de condamner Jacques Ferrand sur les preuves données par le notaire lui-même à Cécilie, le prince, dans son vif intérêt pour la Goualeuse,
avait fait prendre des informations à Asnières, avait appris qu'en effet 2 femmes, l'une vieille et l'autre jeune, vêtues en paysannes, s'étaient noyées en se rendant à l'île du Ravageur, et que le bruit public accusait les Martials de ce nouveau crime. Disons enfin que, malgré les soins du docteur Griffon, du comte de Saint-Rémy et de la Louve, Fleur de Marie, longtemps dans un état désespéré, entrait à peine en convalescence, et que sa faiblesse morale et physique était encore telle qu'elle n'avait pu jusqu'alors prévenir ni Madame Georges ni Rodolphe de sa position. Ce concours de circonstances ne pouvait laisser le moindre espoir au prince. Une dernière épreuve lui était réservée. Il jeta enfin les yeux sur le portrait qu'il avait presque craint de regarder. Ce coup fut affreux. Dans cette figure enfantine et charmante, déjà belle de cette beauté divine que l'on prête aux chérubins, il retrouva d'une manière saisissante les traits de Fleur de Marie, son nez fin et droit, son noble front, sa petite bouche déjà un peu sérieuse, car, disait Madame Séraphin à Sarah dans une des lettres que Rodolphe venait de lire, l'enfant demande toujours sa mère et est bien triste. C'étaient encore ces grands yeux d'un bleu si pur et si doux, d'un bleu de bluet, avait dit la chouette à Sarah, en reconnaissant dans cette miniature les traits de l'infortunée qu'elle avait poursuivie enfant sous le nom de Pégriotte, jeune fille sous le nom de Goualeuse. À la vue de ce portrait, les tumultueux et violents sentiments de Rodolphe furent étouffés par ses larmes. Il retomba brisé dans un fauteuil et cacha sa figure dans ses mains en sanglotant. Chapitre 3. Vengeance. Pendant que Rodolphe pleurait amèrement, les traits de Sarah se décomposaient d'une manière sensible. Au moment de voir se réaliser enfin le rêve de son ambitieuse vie, la dernière espérance qu'il avait jusqu'alors soutenue lui échappait à jamais. Cette affreuse déception devait avoir sur sa santé, momentanément améliorée, une réaction mortelle. Renversé dans son fauteuil, agité d'un tremblement fiévreux, ses 2 mains croisées et crispées sur ses genoux, le regard fixe, la comtesse attendit avec effroi la première parole de Rodolphe. Connaissant l'impétuosité du caractère du prince, elle pressentait qu'au brisement douloureux qui arrachait tant de pleurs à cet homme aussi résolu qu'inflexible, succéderait quel comportement terrible. Tout à coup, Rodolphe redressa la tête, essuya ses larmes, se leva debout et, s'approchant de Sarah, les bras croisés sur sa poitrine, l'air menaçant, impitoyable, il la contempla quelques moments en silence, puis il dit d'une voix sourde : « Cela devait être. J'ai tiré l'épée contre mon père. Je suis frappé dans mon enfant. Juste punition du parricide. Écoutez-moi, madame. » « Parricide, vous, mon Dieu, ô funeste jour, qu'allez-vous donc encore m'apprendre ? Il faut que vous sachiez dans ce moment suprême tous les maux causés par votre implacable ambition, par votre féroce égoïsme. Entendez-vous, femme sans cœur et sans foi, entendez-vous, mère dénaturée ? Grâce, Rodolphe, pas de grâce pour vous, qui autrefois, sans pitié, pour un amour sincère, exploitiez froidement, dans l'intérêt de votre exécrable orgueil, une passion généreuse et dévouée que vous feigniez de partager. Pas de grâce pour vous, qui avez armé le Fils contre le Père. Pas de grâce pour vous qui, au lieu de veiller pieusement sur votre enfant, l'avez abandonné à des mains mercenaires afin de satisfaire votre cupidité par un riche mariage. Comme vous aviez jadis assouvi votre ambition effrénée en m'emmenant à vous épouser. Pas de grâce pour vous, qui après avoir refusé mon enfant à ma tendresse, venez de causer sa mort par vos fourberies sacrilèges.
Malédiction sur vous, vous mon mauvais génie et celui de ma race. Oh mon Dieu, il est sans pitié, laissez-moi, laissez-moi. Vous m'entendrez, vous dis-je. Vous souvenez-vous du dernier jour où je vous ai vu? Il y a 17 ans de cela, vous ne pouviez plus cacher les suites de votre secrète union, que, comme vous, je croyais indissoluble. Je connaissais le caractère inflexible de mon père. Je savais quel mariage politique il projetait pour moi. Bravant son indignation, je lui déclarai que vous étiez ma femme devant Dieu et devant les hommes, que dans peu de temps vous mettriez au monde un enfant, fruit de notre amour. La colère de mon père fut terrible. Il ne voulait pas croire à mon mariage. Tant d'audace lui semblait impossible. Il me menaça de son courroux si je me permettais de lui parler encore d'une semblable folie. Alors je vous aimais comme un insensé, dupe de vos séductions. Je croyais que votre cœur d'airain avait battu pour moi. Je répondis à mon père que jamais je n'aurais d'autre femme que vous. À ces mots, son emportement n'eut plus de bornes. Il vous prodigua les noms les plus outrageants, s'écria que notre mariage était nul, que pour vous punir de votre audace, il vous ferait attacher au pilori de la ville. Cédant à une folle passion, à la violence de mon caractère, j'osai défendre à mon père, à mon souverain, de parler ainsi de ma femme. J'osai le menacer. Exaspéré par cette insulte, mon père leva la main sur moi. La rage m'aveugla. Je tirai mon épée, je me précipitai sur lui. Sans Murph, qui survint et détourna le coup, j'étais parricide de fait, comme je l'ai été d'intention. Entendez-vous? Parricide, et pour vous défendre, vous. Hélas, j'ignorais ce malheur. En vain j'avais cru jusqu'ici expier mon crime. Le coup qui me frappe aujourd'hui est ma punition. Mais moi, n'ai-je pas aussi bien souffert de la dureté de votre père qui a rompu notre mariage? Pourquoi m'accuser de ne pas vous avoir aimé lorsque... Pourquoi? S'écria Rodolphe en interrompant Sarah et jetant sur elle un regard de mépris écrasant. Sachez-le donc, et ne vous étonnez plus de l'horreur que vous m'inspirez. Après cette scène funeste dans laquelle j'avais menacé mon père, je rendis mon épée. Je fus mis au secret le plus absolu. Polidori, par les soins de qui notre mariage avait été conclu, fut arrêté. Il prouva que cette union était nulle, que le ministre qui l'avait béni était un ministre supposé, et que vous, votre frère et moi, nous avions été trompés. Pour désarmer la colère de mon père à son égard, Polidori fit plus. Il lui remit une de vos lettres à votre frère, interceptée lors d'un voyage que fit Seyton. Ciel, il serait possible. Vous expliquez-vous mes mépris maintenant? Oh, assez, assez. Dans cette lettre, vous dévoiliez vos projets ambitieux avec un cynisme révoltant. Vous me traitiez avec un dédain glacial. Vous sacrifiiez à votre orgueil infernal. Je n'étais que l'instrument de la fortune souveraine qu'on vous avait prédite. Vous trouviez enfin que mon père vivait bien longtemps. Malheureuse que je suis, à cette heure je comprends tout. Et pour vous défendre, j'avais menacé la vie de mon père. Lorsque le lendemain, sans m'adresser un seul reproche, il me montra cette lettre qui à chaque ligne révélait la noirceur de votre âme, je ne pus que tomber à genoux et demander grâce. Depuis ce jour, j'ai été poursuivi par un remords inexorable. Bientôt, je quittai l'Allemagne pour de longs voyages. Alors commença l'expiation que je me suis imposée. Elle ne finira qu'avec ma vie. Récompenser le bien, poursuivre le mal, soulager ceux qui souffrent, sonder toutes les plaies de l'humanité pour tâcher d'arracher quelques âmes à la perdition. Telle est la tâche que je me suis donnée. Elle est noble et saine,
Elle est digne de vous. Si je vous parle de ce vœu, reprit Rodolphe avec autant de dédain que d'amertume, de ce vœu que j'ai accompli selon mon pouvoir partout où je me suis trouvé, ce n'est pas pour être loué par vous. Écoutez-moi donc. Dernièrement, j'arrive en France. Mon séjour dans ce pays ne devait pas être perdu pour l'expiation. Tout en voulant secourir d'honnêtes infortunes, je voulais aussi connaître ces classes que la misère écrase, abruties et dépraves, sachant qu'un secours donné à propos, que quelques généreuses paroles suffisent souvent à sauver un malheureux de l'abîme. Afin de juger par moi-même, je pris l'extérieur et le langage des gens que je désirais observer. Ce fut lors d'une de ces explorations que, pour la première fois, je rencontrai, puis comme s'il eût reculé devant cette révélation terrible, Rodolphe ajouta après un moment d'hésitation: Non, non, je n'en ai pas le courage. Qu'avez-vous donc à m'apprendre encore, mon Dieu? Vous ne le saurez que trop tôt. Mais, reprit-il avec une sanglante ironie, vous portez au passé un si vif intérêt que je dois vous parler des événements qui ont précédé mon retour en France. Après de longs voyages, je revins en Allemagne. Je m'empressai d'obéir aux volontés de mon père. J'épousai une princesse de Prusse. Pendant mon absence, vous aviez été chassé du Grand-Duché. Apprenant plus tard que vous étiez marié au comte MacGregor, je vous redemandai ma fille avec insistance. Vous ne me répondîtes pas. Malgré toutes mes informations, je ne pus jamais savoir où vous aviez envoyé cette malheureuse enfant, au sort de laquelle mon père avait libéralement pourvu. Il y a 10 ans seulement, une lettre de vous m'apprit que notre fille était morte. Hélas, plût à Dieu qu'elle fût morte alors. J'aurais ignoré l'incurable douleur qui va désormais désespérer ma vie. Maintenant, dit Sarah d'une voix faible, je ne m'étonne plus de l'aversion que je vous ai inspirée depuis que vous avez lu cette lettre. Je le sens, je ne survivrai pas à ce dernier coup. Eh bien oui, l'orgueil et l'ambition m'ont perdu. Sous une apparence passionnée, je cachais un cœur glacé. J'affectais le dévouement, la franchise. Je n'étais que dissimulation et égoïsme, ne sachant pas combien vous avez le droit de me mépriser, de me haïr. Mes folles espérances étaient revenues plus ardentes que jamais. Depuis qu'un double veuvage nous rendait libres tous deux, j'avais repris une nouvelle créance à cette prédiction qui me promettait une couronne. Et lorsque le hasard m'a fait retrouver ma fille, il m'a semblé voir dans cette fortune inespérée une volonté providentielle. Oui, j'allais jusqu'à croire que votre aversion pour moi céderait à votre amour pour votre enfant, et que vous me donneriez votre main afin de lui rendre le rang qui lui était dû. Eh bien, que votre exécrable ambition soit donc satisfaite et punie. Oui, malgré l'horreur que vous m'inspirez. Oui, par attachement, que dis-je, par respect pour les affreux malheurs de mon enfant, j'aurais, quoique décidé à vivre ensuite séparé de vous, j'aurais, par un mariage qui eût légitimé la naissance de notre fille, rendu sa position aussi éclatante, aussi haute qu'elle avait été misérable. Je ne m'étais donc pas trompé. Malheur, malheur, il est trop tard. Oh, je le sais, ce n'est pas la mort de votre fille que vous pleurez, c'est la perte de ce rang que vous avez poursuivi avec une inflexible opiniâtreté. Eh bien, que les regrets infâmes soient votre dernier châtiment. Le dernier, car je n'y survivrai pas. Mais avant de mourir, vous saurez quelle a été l'existence de votre fille depuis que vous l'avez abandonnée. Pauvre enfant, bien misérable peut-être. Vous souvenez-vous, reprit Rodolphe avec un calme effrayant, vous souvenez-vous de cette nuit où vous et votre frère vous m'avez suivi dans un repaire de la cité? Je m'en souviens, mais pourquoi cette question? Votre regard me glace.
En venant dans ce repère, vous avez vu, n'est-ce pas, au coin de ces rues ignobles, de malheureuses créatures qui... Mais non, non, je n'ose pas, dit Rodolphe, en cachant son visage dans ses mains. Je n'ose pas, mes paroles m'épouvantent. Moi aussi, elles m'épouvantent. Qu'est-ce donc encore, mon Dieu? Vous les avez vus, n'est-ce pas, reprit Rodolphe, en faisant sur lui-même un effort terrible. Vous les avez vues, ces femmes, la honte de leur sexe? Eh bien, parmi elles, avez-vous remarqué une jeune fille de 16 ans, belle, oh, belle, comme on peint les anges? Une pauvre enfant qui, au milieu de la dégradation où on l'avait plongée depuis quelques semaines, conservait une physionomie si candide, si virginale et si pure, que les voleurs et les assassins qui la tutoyaient, madame, l'avaient surnommée Fleur de Marie. L'avez-vous remarqué, cette jeune fille? Dites, dites, tendre mère. Non, je ne l'ai pas remarqué, dit Sarah presque machinalement, se sentant oppressée par une vague terreur. Vraiment, s'écria Rodolphe avec un éclat sardonique. C'est étrange, je l'ai remarqué, moi. Voici à quelle occasion. Écoutez bien. Lors d'une de ces explorations dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui avait alors un double but, je me trouvais dans la cité, non loin du repère où vous m'avez suivi. Un homme voulait battre une de ces malheureuses créatures. Je la défendis contre la brutalité de cet homme. Vous ne devinez pas qui était cette créature? Dites, Mère sainte et prévoyante, dites, vous ne devinez pas? Non, je ne devine pas. Oh, laissez-moi, laissez-moi. Cette malheureuse était Fleur de Marie. Oh mon Dieu! Et vous ne devinez pas qui était Fleur de Marie, mère irréprochable? Tuez-moi, oh, tuez-moi. C'était la goualeuse, c'était votre fille, s'écria Rodolphe avec une explosion déchirante. Oui, c'est un fortuné que j'ai arraché des mains d'un ancien forçat. C'était mon enfant. À moi, Rodolphe de Gerolstein. Oh, il y avait dans cette rencontre avec mon enfant, que je sauvais sans la connaître, quelque chose de fatal, de providentiel, une récompense pour l'homme qui cherche à secourir ses frères, une punition pour le parricide. Je meurs maudite et damnée, murmura Sarah en se renversant dans son fauteuil et en cachant son visage dans ses mains. Alors, continua Rodolphe, dominant à peine ses ressentiments et voulant en vain comprimer les sanglots qui de temps en temps étouffèrent sa voix, quand je l'ai crue soustraite au mauvais traitement dont on la menaçait, frappée de la douceur inexprimable de son accent, de l'angélique expression de ses traits, il m'a été impossible de ne pas m'intéresser à elle. Avec quelle émotion profonde j'ai écouté le naïf et poignant récit de cette vie d'abandon, de douleur et de misère. Car voyez-vous, c'est quelque chose d'épouvantable que la vie de votre fille, madame. Oh, il faut que vous sachiez les tortures de votre enfant. Oui, madame la comtesse. Pendant qu'au milieu de votre opulence, vous rêviez une couronne, votre fille toute petite, couverte de haillons, allait le soir mendier dans les rues, souffrant du froid et de la faim. Durant les nuits d'hiver, elle grelottait sur un peu de paille dans un coin d'un grenier. Et puis quand l'horrible femme qui la torturait était lasse de battre la pauvre petite, ne sachant qu'imaginer pour la faire souffrir, savez-vous ce qu'elle lui faisait, madame? Elle lui arrachait les dents. Oh, je voudrais mourir, c'est une atroce agonie. Écoutez encore, s'échappant enfin des mains de la chouette, errant sans pain, sans asile, âgée de 8 ans à peine, on l'arrête comme vagabonde, on la met en prison. Ah, cela a été le meilleur temps de la vie de votre fille, madame. Oui, dans sa geôle chaque soir, elle remerciait Dieu de ne plus souffrir du froid, de la faim et de ne plus être battue. Et c'est dans une prison qu'elle a passé les années les plus précieuses de la vie d'une jeune fille. Ces années qu'une tendre mère entoure toujours
d'une sollicitude si pieuse et si jalouse. Oui, au lieu d'atteindre ses 16 ans environnée de soins tutélaires, de nobles enseignements, votre fille n'a connu que la brutale indifférence des geôliers, et puis un jour, dans sa féroce insouciance, la société l'a jetée, innocente et pure, belle et candide, au milieu de la fange de la grande ville. Malheureux enfant, abandonné, sans soutien, sans conseil, livré à tous les hasards de la misère et du vice. Oh, s'écria Rodolphe, en donnant un libre cours aux sanglots qui l'étouffaient. Votre cœur est endurci, votre égoïsme impitoyable, mais vous auriez pleuré, oui, vous auriez pleuré en entendant le récit déchirant de votre fille. Pauvre enfant, souillé mais non corrompu, chaste encore au milieu de cette horrible dégradation qui était pour elle un songe affreux, car chaque mot disait son horreur pour cette vie où elle était fatalement enchaînée. Oh, si vous saviez comme à chaque instant il se révélait en elle d'adorables instincts, que de bonté, que de charité touchante. Oui, car c'était pour soulager une infortune plus grande encore que la sienne, que la pauvre petite avait dépensé le peu d'argent qui lui restait et qui la séparait de l'abîme d'infamie où on l'a plongée. Oui, car il est venu un jour affreux, où sans travail, sans pain, sans asile, d'horribles femmes l'ont rencontré, exténuées de faiblesse, de besoin, l'ont enivré, et Rodolphe ne put achever. Il poussa un cri déchirant en s'écriant « C'était ma fille, ma fille !» Malédiction sur moi, murmura Sarah, en cachant sa figure dans ses mains, comme si elle eût redouté de voir le jour. Oui, s'écria Rodolphe, malédiction sur vous, car c'est votre abandon qui a causé toutes ces horreurs. Malédiction sur vous, car lorsque la retirant de cette fange, je l'avais placée dans une paisible retraite, vous l'en avez fait arracher par vos misérables complices. Malédiction sur vous, car cet enlèvement l'a mise au pouvoir de Jacques Ferrand. À ce nom, Rodolphe se tut brusquement. Il tressaillit comme s'il l'eût prononcé pour la première fois. C'est que pour la première fois aussi, il prononçait ce nom depuis qu'il savait que sa fille était la victime de ce monstre. Les traits du prince prirent alors une effrayante expression de rage et de haine. Muet, immobile, il restait comme écrasé par cette pensée que le meurtrier de sa fille vivait encore. Sarah, malgré sa faiblesse croissante et le bouleversement que venait de lui causer l'entretien de Rodolphe, fut frappée de son air sinistre. Elle eut peur pour elle. « Hélas, qu'avez-vous » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « N'est-ce pas assez de souffrance, mon Dieu ?» « Non, ce n'est pas assez, dit Rodolphe en se parlant à lui-même et répondant à sa propre pensée. Je n'avais jamais éprouvé cela, jamais. Quelle ardeur de vengeance, quelle soif de sang, quelle rage calme et réfléchie. Quand je ne savais pas qu'une des victimes du monstre était mon enfant, je me disais, la mort de cet homme serait stérile, tandis que sa vie serait féconde. Si pour la racheter il acceptait les conditions que je lui impose, le condamner à la charité pour expier ses crimes me paraissait juste. Et puis la vie sans or, la vie sans l'assouvissement de sa sensualité frénétique devait être une longue et double torture. Mais c'est ma fille qui l'a livré enfant à toutes les horreurs de la misère, jeune fille à toutes les horreurs de l'infamie, s'écria Rodolphe en s'animant peu à peu. Mais c'est ma fille qui l'a fait assassiner. Je tuerai cet homme. Et le prince s'élança vers la porte. Où allez-vous? Ne m'abandonnez pas, s'écria Sarah, se levant à demi et étendant vers Rodolphe ses mains suppliantes. Ne me laissez pas seul, je vais mourir. Seul? Non, non, je vous laisse avec le spectre de votre fille, dont vous avez causé la mort. Sarah, éperdue, se jeta à genoux,
en poussant un cri d'effroi, comme si un fantôme effrayant lui eût apparu. Pitié, je meurs. Mourez donc, maudite, reprit Rodolphe, effrayant de fureur. Maintenant, il me faut la vie de votre complice, car c'est vous qui avez livré votre fille à son bourreau. Et Rodolphe se fit rapidement conduire chez Jacques Ferrand. Chapitre 4. Furens à Maurice. La nuit était venue pendant que Rodolphe se rendait chez le notaire. Le pavillon occupé par Jacques Ferrand est plongé dans une obscurité profonde. Le vent gémit, la pluie tombe. Le vent gémissait, la pluie tombait aussi pendant cette nuit sinistre où Cécilie, avant de quitter pour jamais la maison du notaire, avait exalté la brutale passion de cet homme jusqu'à la frénésie. Étendu sur le lit de sa chambre à coucher, faiblement éclairé par une lampe, Jacques Ferrand est vêtu d'un pantalon et d'un gilet noir. Une des manches de sa chemise est relevée, tachée de sang. Une ligature de drap rouge, que l'on aperçoit à son bras nerveux, annonce qu'il vient d'être saigné par Polidori. Celui-ci, debout auprès du lit, s'appuie d'une main au chevet et semble contempler les traits de son complice avec inquiétude. Rien de plus hideusement effrayant que la figure de Jacques Ferrand, alors plongé dans cette torpeur somnolente qui succède ordinairement aux crises violentes. D'une pâleur violacée qui se détache des ombres de l'alcôve, son visage inondé d'une sueur froide a atteint le dernier degré du marasme. Ses paupières fermées sont tellement gonflées, injectées de sang, qu'elles apparaissent comme deux lobes rougeâtres au milieu de cette face d'une lividité cadavéreuse. Encore un accès aussi violent que celui de tout à l'heure, et il est mort, dit Polidori à voix basse. Arrêtez-la dit, la plupart de ceux qui sont atteints de cette étrange et effroyable maladie périssent presque toujours le 7e jour. Et il y a aujourd'hui 6 jours que l'infernal créole a allumé le feu inextinguible qui dévore cet homme. Après quelques moments de silence méditatif, Polidori s'éloigna du lit et se promena lentement dans la chambre. Tout à l'heure, reprit-il en s'arrêtant, pendant la crise qui a failli emporter Jacques, je me croyais sous l'obsession d'un rêve en l'entendant décrire une à une, et d'une voix haletante, les monstrueuses hallucinations qui traversaient son cerveau. Terrible, terrible maladie. Tour à tour, elle soumet chaque organe à des phénomènes qui déconcertent la science, épouvantent la nature. Ainsi, tout à l'heure, Louis de Jacques était d'une sensibilité si incroyablement douloureuse que, quoique je lui parlasse aussi bas que possible, mes paroles brisaient à ce point son tympan qu'il lui semblait, disait-il, que son crâne était une cloche et qu'un énorme battant d'airain, mis en branle au moindre son, lui martelait la tête d'une tempe à l'autre, avec un fracas assourdissant et des élancements atroces. La tempête grondait au dehors. Elle éclata bientôt en longs sifflements, en violentes rafales de vent et de pluie, qui ébranlèrent toutes les fenêtres de cette maison délabrée. Malgré son audacieuse scélératesse, Polidori était superstitieux. De noirs pressentiments l'agitaient. Il éprouvait un malaise indéfinissable, les mugissements de l'ouragan qui troublait seul le morne silence de la nuit lui inspiraient une vague frayeur contre laquelle il voulait en vain se roidir. Pour se distraire de ses sombres pensées, il se remit à examiner les traits de son complice. Maintenant, dit-il en se penchant vers lui, ses paupières s'injectent. On dirait que son sang calciné y afflue et s'y concentre. L'organe de la vue va, comme tout à l'heure celui de Louis, offrir sans doute quelques phénomènes extraordinaires, quelques souffrances.
comme elles durent, comme elles sont variées. Oh, ajouta-t-il avec un rire amer, quand la nature se mêle d'être cruelle et de jouer le rôle de tourmenteur, elle défie les plus féroces combinaisons des hommes. Ainsi, dans cette maladie, causée par une frénésie érotique, elle soumet chaque sens à des tortures inouïes, surhumaines. Elle développe la sensibilité de chaque organe jusqu'à l'idéal pour que l'atrocité des douleurs soit idéale aussi. Après avoir contemplé pendant quelques moments les traits de son complice, il tressaillit de dégoût, se recula et dit « Ah, ce masque est affreux. Ces frémissements rapides qui le parcourent et le rident parfois le rendent effrayant. » Au dehors, l'ouragan redoublait de furie. « Quel orage !» reprit Polidori en tombant, assis dans un fauteuil et en appuyant son front sur ses mains. « Quelle nuit! Quelle nuit! Il ne peut y en avoir de plus funeste pour l'état de Jacques. » Après un long silence, il reprit « Je ne sais si le prince, instruit de l'infernale puissance des séductions de Cécilie et de la fougue des sens de Jacques, a prévu que chez un homme d'une trempe si énergique, d'une organisation si vigoureuse, l'ardeur d'une passion brûlante et inassouvie, compliquée d'une sorte de rage cupide, développerait l'effroyable névrose dont Jacques est victime. Mais cette conséquence était normale, forcée. « Oh oui, dit-il en se levant brusquement, et comme s'il eût été effrayé par cette pensée. Oui, le prince avait sans doute prévu cela. Sa rare et vaste intelligence n'est étrangère à aucune science. Son coup d'œil profond embrasse la cause et l'effet de chaque chose. Impitoyable dans sa justice, il a dû baser et calculer sûrement le châtiment de Jacques sur les développements logiques et successifs d'une passion brutale, exaspérée jusqu'à la rage. » Après un long silence, Polidori reprit. « Quand je songe au passé, quand je songe aux projets ambitieux que, d'accord avec Sarah, j'avais autrefois fondés sur la jeunesse du prince, que d'événements! Par quelle dégradation suis-je tombé dans l'abjection criminelle où je vis, moi qui avais cru efféminer ce prince et en faire l'instrument docile du pouvoir que j'avais rêvé. De précepteur, je comptais devenir ministre. Et malgré mon savoir, mon esprit, de forfaits en forfaits, j'ai atteint les derniers degrés de l'infamie. Me voici enfin le geôlier de mon complice. » Et Polidori s'abîma dans de sinistres réflexions qui le ramenèrent à la pensée de Rodolphe. « Je redoute et je hais le prince, reprit-il, mais je suis forcé de m'incliner, en tremblant devant cette imagination, devant cette volonté toute-puissante qui s'élance toujours d'un seul bond en dehors des routes connues. Quel contraste étrange dans cet homme, assez tendrement charitable pour imaginer la banque des travailleurs sans ouvrage, assez féroce pour arracher Jacques à la mort afin de le livrer à toutes les furies vengeresses de la luxure. Rien d'ailleurs de plus orthodoxe, ajouta Polidori avec une sombre ironie. Parmi les peintures que Michel-Ange a faites des 7 péchés capitaux dans son jugement dernier de la chapelle Sixtine, j'ai vu la punition terrifiante dont il frappe la luxure. Mais les masques hideux convulsifs de cette damnée de la chair, qui se tordait sous la morsure aiguë des serpents, étaient moins effrayants que la face de Jacques pendant son accès de tout à l'heure. Il m'a fait peur, et Polidori frissonna, comme s'il avait encore devant les yeux cette vision formidable. « Oh oui, reprit-il avec un abattement rempli de frayeur, le prince est impitoyable. Mieux vaudrait 1000 fois pour Ferrand avoir porté sa tête sur l'échafaud. Mieux vaudrait le feu, la roue, le plomb fondu qui brûle et troue les membres, que le supplice que ce misérable endure. À force de le voir souffrir, je finis par m'épouvanter pour mon propre sort. Que va-t-on décider de moi? Que me réserve-t-on
À moi, le complice de Jacques. Être son geôlier ne peut suffire à la vengeance du prince. Il ne m'a pas fait grâce de l'échafaud pour me laisser vivre. Peut-être une prison éternelle m'attend-elle en Allemagne. Mieux encore vaudrait cela que la mort. Je ne pouvais que me mettre aveuglément à la discrétion du prince. C'était ma seule chance de salut. Quelquefois, malgré sa promesse, une crainte m'assiège. Peut-être me livrera-t-on au bourreau si Jacques succombe. En dressant l'échafaud pour moi de son vivant, ce serait le dresser aussi pour lui, mon complice. Mais lui mort. Pourtant, je le sais, la parole du prince est sacrée. Mais moi qui ai tant de fois violé les lois divines et humaines, pourrais-je invoquer la promesse jurée? Il n'importe. De même qu'il était de mon intérêt que Jacques ne s'échappât pas, il serait aussi de mon intérêt de prolonger ses jours. Mais à chaque instant, les symptômes de sa maladie s'aggravent. Il faudrait presque un miracle pour le sauver. Que faire? Que faire? À ce moment, la tempête était dans toute sa fureur. Une cheminée presque croulante de vétusté, renversée par la violence du vent, tomba sur le toit et dans la cour avec le fracas retentissant de la foudre. Jacques Ferrand, brusquement arraché à sa torpeur somnolente, fit un mouvement sur son lit. Polidori se sentit de plus en plus sous l'obsession de la vague terreur qui le dominait. « C'est une sottise de croire au pressentiment, dit-il d'une voix troublée. Mais cette nuit me semble devoir être sinistre. » Un sourd gémissement du notaire attira l'attention de Polidori. « Il sort de sa torpeur, se dit-il, en se rapprochant lentement du lit. Peut-être va-t-il tomber dans une nouvelle crise ?»« Polidori, » murmura Jacques Ferrand, toujours étendu sur son lit et tenant ses yeux fermés. « Polidori, quel est ce bruit ?»« Une cheminée qui s'écroule, » répondit Polidori à voix basse, craignant de frapper trop vivement l'ouïe de son complice. Un affreux ouragan ébranle la maison jusque dans ses fondements. La nuit est horrible, horrible. Le notaire ne l'entendit pas et reprit en tournant à demi la tête. Polidori, tu n'es donc pas là? Si, je suis là, dit Polidori d'une voix plus haute, mais je t'ai répondu doucement de peur de te causer, comme tout à l'heure, de nouvelles douleurs en parlant haut. Non, maintenant ta voix arrive à mon oreille sans me faire éprouver ces affreuses douleurs de tantôt, car il me semblait au moindre bruit que la foudre éclatait dans mon crâne. Et pourtant, au milieu de ce fracas, de ces souffrances sans nom, je distinguais la voix passionnée de Cécilie qui m'appelait. Toujours cette femme infernale, toujours. Mais chasse donc ces pensées, elles te tueront. Ces pensées sont ma vie. Comme ma vie, elles résistent à mes tortures. Mais insensé que tu es, ce sont ces pensées seules qui causent tes tortures, te dis-je. Ta maladie n'est autre chose que ta frénésie sensuelle, arrivée à sa dernière exaspération. Encore une fois, chasse de ton cerveau ces images mortellement lascives, où tu périras. Chasser ces images, s'écria Jacques Ferrand avec exaltation. Oh, jamais, jamais. Toute ma crainte est que ma pensée s'épuise à les évoquer, mais par l'enfer, elle ne s'épuise pas. Plus cet ardent mirage m'apparaît, plus il ressemble à la réalité. Dès que la douleur me laisse un moment de repos, dès que je puis lier deux idées, Cécilie, ce démon que je chéris et que je maudis, surgit à mes yeux. Quelle fureur indomptable! Il m'épouvante. Tiens, maintenant, dit le notaire d'une voix stridente, et les yeux obstinément attachés sur un point obscur de son alcôve. Je vois déjà comme une forme indécise et blanche se dessiner, là, là, et il étendait son doigt velu et décharné dans la direction de sa vision. Tais-toi, malheureux. Ah, la voilà. Jacques, c'est la mort. Ah, je la vois, ajouta Ferrand, les dents serrées, sans répondre à Polidori. La voilà. Qu'elle est belle, qu'elle est belle.
comme ses cheveux noirs flottent en désordre sur ses épaules, et ses petites dents qu'on aperçoit entre ses lèvres entr'ouvertes, ses lèvres si rouges et si humides, quelles perles! Oh, ses grands yeux semblent tour à tour étinceler et mourir. Cécilie, ajouta-t-il avec une exaltation inexprimable, Cécilie, je t'adore. Jacques, écoute, écoute. Oh, la damnation éternelle, et la voir ainsi pendant l'éternité. Jacques, s'écria Polidori alarmé, n'excite pas ta vue sur ces fantômes. Ce n'est pas un fantôme. Prends garde. Tout à l'heure, tu le sais, tu te figurais aussi entendre les chants voluptueux de cette femme, et ton ouïe a été tout à coup frappée d'une douleur effroyable. Prends garde. Laisse-moi, s'écria le notaire avec un courroux impatient. Laisse-moi. À quoi bon l'ouïe sinon pour l'entendre, la vue sinon pour la voir? Mais les tortures qui s'ensuivent, misérable fou. Je puis braver les tortures pour un mirage. J'ai bravé la mort pour une réalité. Que m'importe d'ailleurs, cette ardente image est pour moi la réalité. Oh, Cécilie, es-tu belle? Tu le sais bien, monstre, que tu es enivrante. À quoi bon cette coquetterie infernale qui m'embrase encore? Oh, l'exécrable furie, tu veux donc que je meure? Cesse, cesse ou je t'étrangle, s'écria le notaire en délire. Mais tu te tues, misérable, s'écria Polidori, en secouant rudement le notaire pour l'arracher à son extase. Efforts inutiles. Jacques continua avec une nouvelle exaltation. Ô reine chérie, démon de volupté, jamais je n'ai vu. Le notaire n'acheva pas. Il poussa un brusque cri de douleur en se rejetant en arrière. Qu'as-tu? Lui demanda Polidori avec étonnement. Éteins cette lumière. Son éclat devient trop vif, je ne puis le supporter, il me blesse. Comment? Dit Polidori de plus en plus surpris. Il n'y a qu'une lampe recouverte de son abat-jour, et sa lueur est très faible. Je te dis que la clarté augmente ici. Tiens, encore, encore. Oh, c'est trop. Cela devient intolérable, ajouta Jacques Ferrand, en fermant les yeux avec une expression de souffrance croissante. Tu es fou. Cette chambre est à peine éclairée, te dis-je. Je viens au contraire d'abaisser la lampe. Ouvre les yeux, tu verras. Ouvrir les yeux, mais je serais aveuglé par les torrents de clarté flamboyante dont cette pièce est de plus en plus inondée. Ici, là, partout, ce sont des gerbes de feu, des milliers d'étincelles éblouissantes, s'écria le notaire en se levant sur son séant. Puis, poussant un nouveau cri de douleur atroce, il porta les deux mains sur ses yeux. Mais je suis aveuglé. Cette lumière torride traverse mes paupières fermées. Elle me brûle, elle me dévore. Ah, maintenant mes mains me garantissent un peu. Mais éteins cette lampe. Elle jette une flamme infernale. Pas de doute, dit Polidori. Sa vue est frappée de l'exorbitante sensibilité dont son ouïe avait été frappée tout à l'heure. Puis une crise d'hallucination. Il est perdu. Le saigner de nouveau dans cet état serait mortel. Il est perdu. Un nouveau cri aigu, terrible de Jacques Ferrand retentit dans la chambre. Bourreau, éteins donc cette lampe. Son éclat embrasé pénètre à travers mes mains qu'il rend transparentes. Je vois le sang circuler dans le réseau de mes veines. J'ai beau clore mes paupières de toutes mes forces, cette lave ardente s'y infiltre. Oh, quelle torture! Ce sont des élancements éblouissants, comme si on m'enfonçait au fond des orbites un fer aigu, chauffé à blanc. Au secours! Mon Dieu, au secours! S'écria-t-il en se tordant sur son lit, en proie à d'horribles convulsions de douleur. Polidori, effrayé de la violence de cet accès, éteignit brusquement la lumière, et tous les deux se trouvèrent dans une obscurité profonde. À ce moment, on entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte de la rue. Chapitre 5. Les visions.
Lorsque les ténèbres eurent envahi la chambre où il se trouvait avec Polidori, les douleurs aiguës de Jacques Ferrand cessèrent peu à peu. « Pourquoi as-tu autant tardé à éteindre cette lampe ?» dit Jacques Ferrand. « Était-ce pour me faire endurer les tourments de l'enfer ? Oh, que j'ai souffert, mon Dieu, que j'ai souffert ! Maintenant souffres-tu moins ? J'éprouve encore une irritation violente, mais ce n'est rien auprès de ce que je ressentais tout à l'heure. Je te l'avais dit, dès que le souvenir de cette femme excitera l'un de tes sens, presque à l'instant ce sens sera frappé par un de ces terribles phénomènes qui déconcertent la science et que les croyants pourraient prendre pour une terrible punition de Dieu. « Ne me parle pas de Dieu !» s'écria le monstre en grinçant des dents. « Je t'en parlais pour mémoire, mais puisque tu tiens à ta vie, si misérable qu'elle soit, songe bien, je te le répète, que tu seras emporté pendant une de ces crises furieuses, si tu les provoques encore. Je tiens à la vie, parce que le souvenir de Cécilie est toute ma vie. Mais ce souvenir te tue, t'épuise, te consume. Je ne puis ni ne veux m'y soustraire. Je suis incarné à Cécilie, comme le sang l'est au corps. Cet homme m'a pris toute ma fortune. Il n'a pu me ravir l'ardente et impérissable image de cette enchanteresse. Cette image est à moi. À toute heure, elle est là, comme mon esclave. Elle dit ce que je veux. Elle me regarde comme je veux. Elle m'adore comme je veux, s'écria le notaire dans un nouvel accès de passion frénétique. Jacques, ne t'exalte pas. Souviens-toi de la crise de tout à l'heure. Le notaire n'entendit pas son complice, qui prévit une nouvelle hallucination. En effet, Jacques Ferrand reprit en poussant un éclat de rire convulsif et sardonique. « À m'enlever Cécilie ! Mais ils ne savent donc pas qu'on arrive à l'impossible en concentrant la puissance de toutes ses facultés sur un objet. Ainsi, tout à l'heure, je vais monter dans la chambre de Cécilie, où je n'ai pas osé aller depuis son départ. Oh, voir, toucher les vêtements qui lui ont appartenu, la glace devant laquelle elle s'habillait, ce sera la voir elle-même. Oui, en attachant énergiquement mes yeux sur cette glace, bientôt j'y verrai apparaître Cécilie. Ce ne sera pas une illusion, un mirage, ce sera bien elle. Je la trouverai là, comme le statuaire trouve la statue dans le bloc de marbre. Mais par tous les feux de l'enfer dont je brûle, ce ne sera pas une pâle et froide Galatée. »« Où vas-tu ?» dit tout d'un coup Polidori en entendant Jacques Ferrand se lever, car l'obscurité la plus profonde régnait toujours dans cette pièce. « Je vais trouver Cécilie. »« Tu n'iras pas, l'aspect de cette chambre te tuerait. Cécilie m'attend là-haut. »« Tu n'iras pas, je te tiens, je ne te lâche plus, » dit Polidori en saisissant le notaire par le bras. Jacques Ferrand, arrivé au dernier degré de l'épuisement, ne pouvait lutter contre Polidori qui l'étreignait d'une main vigoureuse. « Tu veux m'empêcher d'aller trouver Cécilie ? » ?»« Oui, et d'ailleurs, il y a une lampe allumée dans la salle voisine. Tu sais quel effet la lumière a tout à l'heure produit sur ta vue. Cécilie est en haut, elle m'attend. Je traverserai une fournaise ardente pour aller la rejoindre. Laisse-moi, elle m'a dit que j'étais son vieux tigre. Prends garde, mes griffes sont tranchantes. Tu ne sortiras pas, je t'attacherai plutôt sur ton lit comme un fou furieux. Polidori, écoute, je ne suis pas fou, j'ai toute ma raison. Je sais bien que Cécilie n'est pas matériellement là-haut, mais pour moi les fantômes de mon imagination valent des réalités. Silence, s'écria tout à coup Polidori en prêtant l'oreille. Tout à l'heure, j'avais cru entendre une voiture s'arrêter à la porte. Je ne m'étais pas trompé. J'entends maintenant un bruit de voix dans la cour.
Tu veux me distraire de ma pensée, le piège est grossier. J'entends parler, te dis-je, et je crois reconnaître. Tu veux m'abuser, dit Jacques Ferrand, interrompant Polidori. Je ne suis pas ta dupe. Mais misérable, écoute donc, écoute, tiens, n'entends-tu pas? Laisse-moi, Cécilie est là-haut, elle m'appelle. Ne me mets pas en fureur. À mon tour, je te dis, prends garde, entends-tu? Prends garde. Tu ne sortiras pas. Prends garde. Tu ne sortiras pas d'ici et mon intérêt veut que tu restes. Tu m'empêches d'aller retrouver Cécilie. Mon intérêt veut que tu meures. Tiens donc, dit le notaire d'une voix sourde. Polidori poussa un cri. Scélérat, tu m'as frappé au bras, mais ta main était mal affermie, la blessure est légère, tu ne m'échapperas pas. Ta blessure est mortelle, c'est le stylet empoisonné de Cécilie qui t'a frappé. Je le portais toujours sur moi. Attends l'effet du poison. Ah, tu me lâches, enfin tu vas mourir. Il ne fallait pas m'empêcher d'aller là-haut retrouver Cécilie, ajouta Jacques Ferrand, en cherchant à tâtons dans l'obscurité à ouvrir la porte. Oh, murmura Polidori, mon bras s'engourdit, un froid mortel me saisit. Mes genoux tremblent sous moi, mon sang se fige dans mes veines, un vertige me saisit. Au secours! Cria le complice de Jacques Ferrand, en rassemblant ses forces dans un dernier cri. Au secours! Je meurs! Et il s'affaissa sur lui-même. Le fracas d'une porte vitrée, ouverte avec tant de violence que plusieurs carreaux se brisèrent en éclats, la voix retentissante de Rodolphe et un bruit de pas précipités semblèrent répondre aux cris d'angoisse de Polidori. Jacques Ferrand, ayant enfin trouvé la serrure dans l'obscurité, ouvrit brusquement la porte de la pièce voisine et s'y précipita, son dangereux stylet à la main. Au même instant, menaçant et formidable comme le génie de la vengeance, le prince entrait dans cette pièce par le côté opposé. Monstre! S'écria Rodolphe en s'avançant vers Jacques Ferrand. C'est ma fille que tu as tuée, tu vas. Le prince n'acheva pas. Il recula épouvanté. On eût dit que ces paroles avaient foudroyé Jacques Ferrand. Jetant son stylet et portant ses deux mains à ses yeux, le misérable tomba la face contre terre en poussant un cri qui n'avait rien d'humain. Par suite du phénomène dont nous avons parlé et dont une obscurité profonde avait suspendu l'action, lorsque Jacques Ferrand entra dans cette chambre vivement éclairée, il fut frappé d'éblouissements plus vertigineux, plus intolérables que s'il eût été jeté au milieu d'un torrent de lumière aussi incandescente que celle du disque du soleil. Et ce fut un épouvantable spectacle que l'agonie de cet homme qui se tordait dans d'épouvantables convulsions, éraillant le parquet avec ses ongles, comme s'il eût voulu se creuser un trou pour échapper aux tortures atroces que lui causait cette flamboyante clarté. Rodolphe, un de ces gens et le portier de la maison, qui avait été forcé de conduire le prince jusqu'à la porte de cette pièce, restait frappé d'horreur. Malgré sa juste haine, Rodolphe ressentit un mouvement de pitié pour les souffrances inouïes de Jacques Ferrand. Il ordonna de le reporter sur un canapé. On y parvint non sans peine, car de crainte de se trouver soumis à l'action directe de la lampe, le notaire se débattit violemment. Mais lorsqu'il eut la face inondée de lumière, il poussa un nouveau cri. Un cri qui glaça Rodolphe de terreur. Après de nouvelles et longues tortures, le phénomène cessa par sa violence même. Ayant atteint les dernières limites du possible, sans que la mort s'ensuivît, la douleur visuelle cessa, mais suivant la marche normale de cette maladie, une hallucination délirante vint succéder à cette crise. Tout à coup, Jacques Ferrand se roidit comme un cataleptique. Ses paupières,
jusqu'alors obstinément fermés, s'ouvrirent brusquement. Au lieu de fuir la lumière, ses yeux s'y attachèrent invinciblement. Ses prunelles, dans un état de dilatation et de fixité extraordinaire, semblaient phosphorescentes et intérieurement illuminées. Jacques Ferrand paraissait plongé dans une sorte de contemplation extatique. Son corps et ses membres restèrent d'abord dans une immobilité complète. Ses traits seuls furent incessamment agités par des tressaillements nerveux. Son hideux visage, ainsi contracté, contourné, n'avait plus rien d'humain. On eût dit que les appétits de la bête, en étouffant l'intelligence de l'homme, imprimaient à la physionomie de ce misérable un caractère absolument bestial. Arrivé à la période mortelle de son délire, à travers cette suprême hallucination, il se souvenait encore des paroles de Cécilie qu'il avait appelée son tigre. Peu à peu sa raison s'égara, il s'imagina être un tigre. Ces paroles entrecoupées, haletantes, peignaient le désordre de son cerveau et l'étrange aberration qui s'en était emparée. Peu à peu ses membres, jusqu'alors roides et immobiles, se détendirent. Un brusque mouvement le fit choir du canapé. Il voulut se relever et marcher, mais les forces lui manquant, il fut réduit tantôt à ramper comme un reptile, tantôt à se traîner sur ses mains et sur ses genoux, allant, venant, de ça et de là, selon que ses visions le poussaient et le possédaient. Tapi dans l'un des angles de la chambre, comme un tigre dans son repaire, ses cris rauques, furieux, ses grincements de dents, la torsion convulsive des muscles de son front et de sa face, son regard flamboyant, lui donnaient parfois quelque vague et effrayante ressemblance avec cette bête féroce. Tigre, tigre, tigre que je suis, disait-il d'une voix saccadée en se ramassant sur lui-même. Oui, tigre, que de sang dans ma caverne, cadavre déchiré, la goualeuse, le frère de cette veuve, un petit enfant, le fils de Louise. Voilà des cadavres, ma tigresse Cécilie prendra sa part. Puis, regardant ses doigts décharnés, dont les ongles avaient démesurément poussé pendant sa maladie, il ajouta ces mots entrecoupés. Oh, mes ongles tranchants, tranchants et aigus, un vieux tigre, moi, mais plus souple, plus fort, plus hardi. On n'oserait pas me disputer ma tigresse Cécilie. Ah, elle appelle, dit-il en avançant son monstrueux visage et prêtant l'oreille. Après un moment de silence, il se tapit de nouveau le long du mur en disant « Non, j'avais cru l'entendre. Elle n'est pas là, mais je la vois. Oh, toujours, toujours. Oh, la voilà. Elle m'appelle, elle rugit, rugit là-bas. Me voilà, me voilà. » Et Jacques Ferrand se traîna vers le milieu de la chambre, sur ses genoux et sur ses mains. Quoique ses forces fussent épuisées, de temps à autre il avançait par un soubresaut convulsif, puis il s'arrêtait, semblant écouter attentivement. Où est-elle? Où est-elle? J'approche, elle s'éloigne. Ah, là-bas! Oh, elle m'attend, va, va, mords le sable en poussant tes rugissements plaintifs. Ah, ces grands yeux féroces, ils deviennent languissants, ils implorent. Cécilie, ton vieux tigre est à toi, s'écria-t-il. Et d'un dernier élan, il eut la force de se soulever et de se redresser sur ses genoux. Mais tout à coup, se renversant en arrière avec épouvante, le corps affaissé sur ses talons, les cheveux hérissés, le regard effaré, la bouche contournée de terreur, les deux mains tendues en avant, il sembla lutter avec rage contre un objet invisible, prononçant des paroles sans suite et s'écriant d'une voix entrecoupée « Quelle morsure! Au secours! Nœuds glacés, mes bras brisés! Je ne peux pas l'ôter, dents aiguës, non, non!
Oh, pas les yeux, au secours! Un serpent noir! Oh, sa tête plate, ses prunelles de feu! Il me regarde, c'est le démon! Ah, il me reconnaît! Jacques Ferrand, à l'église, saint homme, toujours à l'église, va-t'en, au signe de la croix, va-t'en! Et le notaire, se redressant un peu, s'appuyant d'une main sur le parquet, tâcha de l'autre de se signer. Son front livide était inondé de sueur froide. Ses yeux commençaient à perdre de leur transparence. Ils devenaient ternes, glauques. Tous les symptômes d'une mort prochaine se manifestaient. Rodolphe et les autres témoins de cette scène restaient immobiles et muets, comme s'ils eussent été sous l'obsession d'un rêve abominable. « Ah !» reprit Jacques Ferrand, toujours à demi étendu sur le parquet et se soutenant d'une main. « Le démon, disparu, je vais à l'église, je suis un saint homme, je prie. Hein? On ne le saura pas, tu crois? Non, non, tentateur, bien sûr. Le secret? Eh bien, qu'elles viennent, ces femmes, toutes, oui, toutes, si on ne sait pas. » Et sur cette hideuse physionomie de ce martyr damné de la luxure, on put suivre les dernières convulsions de l'agonie sensuelle. Les deux pieds dans la tombe que sa passion frénétique avait ouverte, obsédé par son fougueux délire, il évoquait encore des images d'une volupté mortelle. « Ah !» reprit-il d'une voix haletante, « ces femmes, ces femmes! Mais le secret, je suis un saint homme. Le secret. Ah, les voilà, 3, elles sont 3. Que dit celle-ci? Je suis Louise Morel. Ah oui, Louise Morel, je sais. Je ne suis qu'une fille du peuple. Vois, Jacques, quelle forêt de cheveux bruns se déploie sur mes épaules. Tu trouvais mon visage beau, tiens, prends, garde-le. Que me donnera-t-elle? Sa tête, coupée par le bourreau? Cette tête morte, elle me regarde. Cette tête morte, elle me parle. Ses lèvres violettes, elle remue. Viens, 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 comme Cécilie. Non, je ne veux pas, démon, laisse-moi. Va-t'en, va-t'en. Et cette autre femme, oh, belle, belle. Jacques, je suis la duchesse de Lucenay. Vois ma taille de déesse, mon sourire, mes yeux effrontés. Viens, viens. Oui, je viens, mais attends. Et celle-ci qui retourne son visage. Oh, Cécilie, Cécilie. Oui, Jacques, je suis Cécilie. Tu vois les 3 grâces. Louise, la duchesse et moi. Choisis. Beauté du peuple, beauté patricienne, beauté sauvage des tropiques. L'enfer avec nous, viens, viens. L'enfer avec vous, oui, s'écria Jacques Ferrand, en se soulevant sur ses genoux et en étendant ses bras pour saisir ces fantômes. Ce dernier élan convulsif fut suivi d'une commotion mortelle. Il retomba aussitôt en arrière, roide et inanimé. Ses yeux semblaient sortir de leur orbite. D'atroces convulsions imprimaient à ses traits des contorsions surnaturelles, pareilles à celles que la pile voltaïque arrache au visage des cadavres. Une écume sanglante inondait ses lèvres. Sa voix était sifflante, strangulée, comme celle d'un hydrophobe, car dans son dernier paroxysme, cette maladie épouvantable, épouvantable punition de la luxure, offre les mêmes symptômes que la rage. La vie du monstre s'éteignit au milieu d'une dernière et horrible vision, car il balbutia ces mots. Nuit noire, noire, spectre, squelette d'airain rougi au feu, m'enlace, leurs doigts brûlants, ma chair fume, ma moelle se calcine. Spectre acharné, non, non, Cécilie, le feu, Cécilie. Tels furent les derniers mots de Jacques Ferrand. Rodolphe sortit épouvanté.